Il y a 6 mois, déjà 6 mois, je vous parlais d'un film de Home Invasion qui s'appelle The Strangers, qui a pas mal marqué son temps à l'époque où il est sorti. Il a un petit statut culte qui, moi, m'avait déçu. Et avant The Strangers, il est sorti un film qui, même s'il n'est pas parfait, est quand même un cran au-dessus. Avant d'attaquer la critique du film, j'aimerais faire une petite parenthèse sur deux choses qui se sont passées cette semaine et qui me tiennent plutôt à cœur. Déjà, le décès de Bruno Salomon, je pense qu'il a choqué pas mal de monde, 55 ans seulement. Il fait partie de ces acteurs, en fait, ces humoristes acteurs qui m'ont fait marrer, vraiment. C'était une voix reconnaissable entre toutes, il a incarné des personnages que j'ai beaucoup appréciés. Je l'ai connu sur Graines de Star, hein, comme beaucoup de gens de ma génération, on va dire. Et voilà, avec le cochon d'Inde, avec les nous c'est nous, et évidemment, fais pas ci, fais pas ça un petit peu plus tard, mais voilà, c'était quelqu'un que je trouvais extrêmement brillant, très drôle, donc parti trop tôt évidemment. Et en faisant le lien avec les personnes décédées, je reviens un petit peu sur la cérémonie des Oscars, et quelque chose qui m'a extrêmement surpris, c'est la non-présence de Brigitte Bardot sur le In Memoriam. Donc le In Memoriam, hein, je rappelle, c'est cet instant où on rend hommage aux personnes décédées dans l'année. Il y a eu Redford, il y a eu énormément de monde qui le méritait aussi, et des techniciens, des gens qu'on ne connaît pas, hein, des gens de l'ombre. Mais ils nous ont totalement zappé Brigitte Bardot, qui est pourtant une icône du cinéma international, qui avait une aura extraordinaire. Alors, je pense en connaître la raison, hein, il faut savoir dissocier. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, hein. C'est pareil avec Depardieu, c'est pareil avec Polanski, c'est pareil avec Woody Allen, toutes ces personnes qui sont ultra clivantes, qui ont effectivement des dossiers, on va dire, dans leur vie perso, mais je distingue totalement qui ils sont dans la vie de tous les jours et ce qu'ils apportent dans le métier et le domaine que j'aime, c'est-à-dire le cinéma. Et Bardot, c'est incontournable, hein, ça a été une figure emblématique. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été mise dans le In Memoriam. Il nous avait déjà zappé Alain Delon l'an dernier. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bon, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ça me choque, vraiment. Delon et Bardot étant des figures assez essentielles du cinéma international, hein, mondialement reconnu. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils les ont zappés? C'était mon petit coup de cœur pour Salomon et coup de gueule pour le In Memoriam des Oscars. Sinon, j'ai regardé un petit peu la cérémonie et je suis relativement d'accord avec les prix qui ont été décernés. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. On est là pour critiquer un film Home Invasion, comme je vous le disais dans l'introduction, qui est un genre que j'affectionne particulièrement. Moi qui aime bien le cinéma d'horreur, les gros thrillers, etc. Bon ben voilà. Nous allons nous attaquer à Panic Room, le film de David Fincher, sorti en 2002. L'histoire de Panic Room, ça peut tenir sur un timbre-poste, comme la plupart des films de Home Invasion, on va pas se mentir. Je vais revenir sur le genre dans quelques minutes. Ça raconte quoi, Panic Room? C'est l'histoire de Meg et de Sarah, une mère et sa fille. Meg, elle est maman divorcée, et elles sont en recherche d'une nouvelle maison. Donc elles veulent emménager à New York. Donc elles visitent plusieurs appartements et plusieurs maisons, et on les suit au début du film lorsqu'elles visitent une grande demeure, et que donc elles visitent pièce après pièce, et à un moment, Meg s'arrête sur quelque chose qu'elle croit distinguer, qui est très bien caché. Et quand l'agent immobilier, on va dire, ouvre la porte de ce que c'est, il s'agit de ce qu'on appelle aux États-Unis une panic room. Ça a été double traduit en France. On peut appeler ça une chambre de panique, donc littéralement, ou on peut appeler ça aussi une pièce de survie. Personnellement, je préfère pièce de survie, c'est sans doute le nom qu'on utilisera pour la critique. Et bon, elle est mi-angoissée parce que c'est le genre de situation dans lequel on n'aimerait jamais se retrouver, mi-sécurisée parce qu'elle se dit après tout c'est un quartier, c'est New York, pourquoi pas. Elle choisit cette demeure-là, les filles emménagent et le soir même, la première nuit, la maison va se faire braquer par 3 malfrats, on verra un petit peu plus tard, à la recherche de quoi ils sont. Vous l'avez compris, le pitch du film est ultra simple, une mère et sa fille qui emménagent dans une maison, la maison se fait braquer le soir même par 3 malfrats, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent. Évidemment que, vu le titre du film, cette fameuse pièce de survie va être le cœur essentiel du récit, mais tout dépend de qui est aux manettes. Des films de Home Invasion, il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Là, c'est David Fincher qui s'en occupe. David Fincher qui, quand il réalise Panic Room, quand il tourne Panic Room,
a la réputation d'être un metteur en scène qui alterne film culte et très bon film, ou plutôt très bon film et film culte. Il a commencé avec Alien 3, qui est considéré comme un très bon film. Personnellement, c'est mon Alien préféré, mais c'est pas le cas pour la plupart des gens, mais moi je trouve que c'est un très bon film. Ensuite, il passe sur Seven, film culte. Ensuite, il réalise le thriller The Game, très bon film. Puis Fight Club, devenu film culte. Et là, il enquille sur ce Panic Room. Alors, il y a une constante, hein. Même si David Fincher varie parfois les genres des films qu'il traite, on voit qu'on est toujours dans des univers très torturés, très glauques, très sombres. Alien 3, Seven, The Game, Fight Club, voilà, hein, c'est très torturé, très sombre, très premier degré. C'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Au moins, il traite son sujet, il respecte le genre. Et il y a une autre particularité, c'est qu'il met ses héros et ses personnages principaux à rude épreuve. Il leur en fait baver. Bon ben là, dans Panic Room, c'est exactement la même chose. Alors, c'est l'occasion pour moi de parler du casting. On commence avec la mère de famille, Meg, incarnée par Jodie Foster. Incroyable Jodie Foster. Alors, je suis pas hyper objectif, c'est un peu mon actrice préférée. Mais bon, dans Panic Room, elle est encore une fois excellente. On a sa fille, qui est incarnée par la très jeune Kristen Stewart. Je me suis pas renseigné, est-ce que c'est son premier rôle? Ça doit être l'un de ses premiers rôles. Hein. Ça fait bizarre de la voir à cet âge-là, qui est très très bien dans le film aussi. On a, parmi les malfrats, l'excellent Jared Leto. Je plaisante à moitié, parce qu'on a souvent tendance à lui lancer un petit peu des cailloux, et c'est justifié. Là, dans Panic Room, je le trouve très bon, Jared Leto, très très bon. Et aussi, parmi les malfrats, on a Forest Whitaker, toujours excellent. Et le reste du cast, qui est très très réduit finalement, ils sont moins connus, on est plus du côté des seconds rôles. Donc, l'occasion de remarquer que les personnages sont extrêmement bien incarnés. David Fincher est un très bon directeur d'acteurs aussi, ça on le sait, ce qui permet de renforcer la crédibilité du film. Autre chose excellente dans Fight Club, et c'est essentiel dans un home invasion, c'est la présentation du lieu. Parce que s'il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé, c'est la maison. Et Fincher arrive à faire un truc qui est très bien fait, depuis le début, dès le début du film, et au fur et à mesure, avec sa caméra comme ça, qui aime bien se balader au fur et à mesure des pièces, ben c'est la spatialisation du lieu. La spatialisation de ce qui va se passer. Ce qui fait qu'on sait très bien, on reconnaît les pièces, on reconnaît les escaliers, pourtant c'est une très grande maison, mais au moins, on n'est jamais perdu. On sait où sont les filles, on sait où sont les malfrats, quand ils montent, quand ils descendent. Il y a ce plan très iconique, qui est un plan séquence. Hein. La toute première nuit, quand Meg va se coucher, elle est dans son lit, et à un moment, elle se roule sur le côté, et la caméra, hop, commence à bouger. Donc elle est sur le point de s'endormir, il fait nuit, hein, et on voit la caméra qui bouge, qui part de sa chambre, et qui parfois descend, donc on voit les lattes, et puis on passe à la pièce du dessous, puis remonte, et en fait, pour nous montrer quoi? Ben, pour nous montrer que les malfrats essayent de rentrer. Ça reste un home invasion. Je rappelle donc du coup ce qu'est le home invasion. Ce sont des gens, des inconnus, des intrus la plupart du temps, qui rentrent chez vous. Hein, le truc le plus malaisant du monde. Qui rentrent dans notre zone de confort, chez nous. Et la caméra, comme ça, ben, elle montre un qui essaye de rentrer par le bas, qui n'y arrive pas. Puis il essaye une fenêtre, il n'y arrive pas. Et ça continue. Plan séquence, aucun cut. Plan séquence. Plan séquence travaillé, évidemment. Et traficoté, mais efficace. Et qui passent comme ça de pièce en pièce jusqu'à monter sur le toit, et après ils finissent par rentrer. Et ça instaure, une très grande tension, parce qu'on voit que les mecs ils sont prêts à tout, ils ont essayé à peu près toutes les entrées sans réussir, et donc à un moment ils ont réussi. Et deux, bah encore une fois, ça nous montre les lieux et l'endroit où vont se passer les actes. La spatialisation des lieux et des séquences, et le fait de représenter cette maison comme étant un personnage à part entière, c'est une des grandes réussites de Panic Room, parce que justement, il y a une montée en tension, il y a une montée en suspense. On sait où sont les uns, on sait où sont les autres. Le home invasion, pour revenir un petit peu sur le genre, hein, il y a un des grands représentants. On pense notamment à La Dernière Maison sur la gauche, qui est un petit peu un home invasion renversé, dans le sens où ce sont les parents de la fille assassinée qui reçoivent dans leur maison des méchants, mais c'est eux qui se vengent, ce sont les parents qui se vengent. Sinon, on a évidemment le classique Maman, j'ai raté l'avion, qui est pas dans le genre horreur ou thriller, mais qui est purement un home invasion, puisque le jeune Kevin est enfermé tout seul chez lui, et il y a des voleurs qui viennent et qui veulent rentrer chez lui. Il y a aussi donc The Strangers, le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, et que j'ai déjà traité sur la chaîne. Donc du coup, on voit que le home invasion est un genre à part entière, en général affilié à l'horreur ou au thriller.
mais qui peut être associé à la comédie, comme dans Les Mamans, j'ai raté l'avion. Et là où The Strangers échouait, c'était justement à représenter les pièces, à représenter la maison, comme étant un personnage à part entière. Dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est génial, parce que ça, c'est quelque chose qu'on perçoit très bien. On sait où est la cave, on sait où sont les escaliers, on sait où sont les enjeux, et donc les dangers. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié dans Panic Room, c'est la caractérisation des personnages. Je vais pas forcément parler d'écriture parce que ça serait un petit peu trop profond. On sait quasiment rien sur eux. La mère de famille donc est divorcée, mais un père pas forcément absent. Le père sait être là quand il le faut, mais donc elles sont divorcées, elle s'installe avec sa fille. Quant aux malfrats, globalement ils sont trois. On a Burnham, incarné par Forest Whitaker, qui est on va dire celui qui a le plus d'expérience, celui qui est le plus sage, le plus raisonnable entre guillemets, qui veut absolument pas utiliser la violence. On a Junior, donc incarné par Jared Leto, qui semble être le leader, celui qui est à l'origine du casse. Et on a Raoul. Raoul, c'est une pièce rapportée. Alors lui, c'est un électron libre, un petit peu chien fou, que Burnham ne connaît absolument pas, et que Junior apparemment a fait venir au dernier moment, ce qui va poser des problèmes aussi par rapport à la répartition de la somme et du butin. Et voilà, et c'est tout ce qu'on sait. Et donc le Raoul, qui est lui par contre très très borderline. Et la différence aussi avec ses deux collègues, avec Burnham et Junior, c'est que eux enlèvent très rapidement la cagoule, que lui la garde quasiment tout le film, ce qui donne en plus à son personnage un côté extrêmement mystérieux. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose, mais là aussi, Fincher amène extrêmement bien ses personnages et les filme super bien, ce qui fait que là aussi, ça rajoute aux enjeux et ça rajoute à la menace. Mais malgré toutes ces qualités, le film a des problèmes. Je vous le disais, pour moi, il n'est pas parfait. Et principalement deux problèmes qui sont assez gênants, à mon sens. Dans tout bon home invasion qui se respecte, on est censé craindre pour les victimes, entre guillemets, pour ceux chez qui rentrent les braqueurs, les malfrats, appelez-les comme vous voulez. C'était le cas dans le très bon Funny Games de Michael Haneke, où le couple en bavait et où les deux jeunes leur faisaient passer vraiment un très très sale quart d'heure. Là, dans Panic Room, le souci c'est que, et en tout cas l'impression que ça me donne, quasiment dès le départ, c'est comme si on avait l'impression qu'il ne leur arrivera rien. Ou en tout cas rien de bien grave, au personnage de Jodie Foster et à sa fille. Bon, il y a quelques moments un petit peu tendax, par exemple, Sarah, du coup la fille, elle est atteinte, elle a besoin d'une dose d'insuline. Donc parfois, quand elle stresse, quand elle n'a pas mangé ou pas bu pendant un moment, elle a besoin de ça. Et donc du coup, quand elle ne l'a pas, quand elle en est privée, elle est pas bien. Elle est pas bien, elle commence à avoir froid, elle blanchit, elle s'affaiblit, et elle peut partir en crise. Donc oui, ça fait partie des choses qui sont instaurées par Fincher dans son film. Mais globalement, à partir du moment où elles vont dans la pièce de panique, dans la pièce de survie, c'est comme si globalement il ne pouvait plus rien leur arriver. Cette pièce, elle est quasiment inviolable, quoi. Donc voilà, il y a ce sentiment que la menace est là, mais le danger réel, bof, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est le premier point. Et malheureusement, ça nuit dans ce type de film. Second point, et ça c'est un peu le défaut des qualités de David Fincher. Oui, on sait que c'est un esthète. Il sait être extrêmement habile avec une caméra. Il arrive à faire des plans séquences, il arrive à s'infiltrer, vous savez, ce plan où il passe à travers la cafetière, etc., où il passe à la serrure, on voit la clé qui va dans la serrure, puis il recule, etc. C'est très bien fait, évidemment. C'est vraiment un plan d'esthète. Mais, comment vous dire, parfois c'est un petit peu trop artificiel. Ça manque de radicalité. L'esthétisme fait que on commence à voir la mise en scène. En fait, il est là le problème. Pas comme un Brian De Palma qui arrive aussi à instaurer et la menace et la peur et le thriller tout en faisant des plans séquences ou des split screens. Aussi, Brian De Palma, c'est un esthète. Mais là, Fincher, on va dire qu'à force de faire des démonstrations de caméra, pour moi, ça va un petit peu trop loin. Ça casse, on va dire, la rudesse de son récit. J'ai trouvé que c'est ça qui nuisait au film. Au-delà de ça, le récit est bien mené, le film est pas trop long, il y a des péripéties, on ne s'ennuie absolument pas. Encore une fois, il va droit au but, on va dire, en termes purement de narration. Il y a des retournements de situation parfois, il y a un petit peu de violence. Donc, Panic Room, il est pas comme The Strangers, à mettre dans la catégorie Home Invasion horreur. Il est plutôt gros thriller. Voilà, gros thriller, un peu comme Seven et un peu comme The Game, finalement. Et donc il reste un Home Invasion, mais avec un thriller parce qu'il est un petit peu violent, il y a quelques scènes de violence, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Il y a cette très bonne séquence où finalement ils s'en prennent au père, le père qui finit par débarquer dans la maison, parce qu'il a été contacté. Mais au-delà de ça, voilà.
Rien de bien violent. Mais ça reste un film assez prenant. C'est pour ça, j'avais mis à The Strangers la note de 2,5 sur mon Letterboxd. Pour Panic Room, je lui ai mis la note de 3,5. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir le lien de mon Letterboxd dans la description. Ça aidera à parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, parce qu'il est extrêmement honnête, il a de grandes qualités, je l'ai dit, hein, l'interprétation et l'utilisation de la maison, quelques retournements de situation et une narration qui va droit au but. En revanche, que ce soit en l'absence de menace et que ce soit par une démonstration, à mon sens, hein, trop prégnante de la caméra, voilà, ça reste quand même un bon film, j'ai passé un bon moment, j'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma à l'époque, et au cinéma, on est bien. On est bien quand on regarde un Fincher qui, encore une fois, traite le genre, il aime le genre, il est très premier degré, et c'est ce qui fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, j'espère donc que la vidéo vous a plu, et dites-moi dans les commentaires si vous avez vu Panic Room et ce que vous en pensez, et ce que vous pensez aussi de David Fincher. Parce que c'est un réalisateur intéressant, je vais traiter plusieurs de ses films, parce qu'il a vraiment une filmo très très intéressante. Et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.